Pour rebondir sur Chris Murphy, pour donner raison à Chris Murphy, euh, aujourd'hui, la véritable histoire, c'est pas Trump et un troisième terme, c'est pas Trump et le Super Bowl, c'est pas Trump et Gaza, mais c'est Trump et Elon Musk qui tentent en coulisses de prendre le contrôle du gouvernement. J'ai utilisé mardi un terme très fort en disant que ce qui était en train de se passer, tu t'en souviens Thomas, tu étais avec moi, c'est que c'était un coup d'État. C'est un véritable coup d'État qui est en train de se jouer dans les coulisses du pouvoir américain. Et ce qui m'a fait plaisir depuis, plaisir, j'aurais préféré me tromper, soyons clairs, mais ce qui m'a conforté dans tout ça, c'est que j'ai vu deux experts qui sont passés dans des médias américains, un sur PBS, l'autre sur MSNBC, pour dire exactement la même chose. On va écouter le premier à en avoir parlé. C'était le soir même dont on a fait l'émission. Je ne dis pas que l'émission l'a inspiré, mais en tout cas, on est dans le même temps. C'était sur PBS. On va écouter. C'est un stratégiste, quelqu'un qui a travaillé dans les campagnes du Parti démocrate. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a travaillé à la communication d'AOC. Hein, encore une fois, on retrouve la même tendance aujourd'hui dans les premières lignes de résistance à Donald Trump et Elon Musk. On écoute ça tout de suite. Elon Musk is staging a coup. So if this story was taking place somewhere in Central Asia or in Africa, the United States media, the United States State Department, international institutions would likely refer to this as a coup. A billionaire industrialist who donated $300 million to a campaign is installing his personal loyalists in key parts of the federal bureaucracy. This is essentially Viktor Orban's playbook. And we need to know, why does a billionaire industrialist with millions in government contracts, military contracts for his private companies need the social security numbers of every American, needs to know what every single check that the U.S. government gives out to businesses, to charities? Why does this billionaire need to know this information? He was not vetted or approved by the U.S. Senate. Donc voilà, Walid Chaïd, donc un coup d'État. Et puis, on va écouter une historienne. C'est important de donner la parole aux historiens et aux historiennes qui arrivent à mettre le présent en perspective. Hein, c'est vraiment important, surtout lorsque en face, on a ce rouleau compresseur que représente Trump et sa chambre d'écho. Donc c'est une historienne que peut-être vous connaissez, une spécialiste justement un petit peu comme comme Lé Olivier qu'on avait invité il y a quelques semaines. C'est pas la première fois qu'on passe un extrait d'elle sur Maintenant Média. Ouais, donc c'est une spécialiste du glissement, la manière dont les démocraties deviennent des dictatures. Évidemment, elle a étudié la montée du nazisme en Allemagne. C'est Ruth Ben-Ghiat et qui va, vous allez voir, utiliser les mêmes termes que nous avons utilisés ici. C'est un coup. On écoute ça. The speed is very unusual in my study of authoritarian states. It's only really after a coup that you see such a speed, such a obsessive haste to purge a bureaucracy so quickly. Or when somebody's defending themselves, like Erdogan after the coup attempt against him, massive purge immediately. So that's unusual. And then, of course, now Elon Musk may now be, a special government employee all of a sudden. But this, as Garrett said, is highly unusual. I don't have another reference point for a private individual coming in, infiltrating, trying to turn government to the benefit of his businesses and locking out federal employees. It is a coup. I'm a historian of coups, and I would also use that word. So we're in a real emergency. Je sais pas ce que tu en penses, mais on peut pas être plus clair. Hein. Elle répète, elle explique exactement pourquoi, elle donne des références historiques. C'est exactement ça, mais c'est bien d'utiliser ces mots parce qu'il faut sonner l'alarme. Ouais, non, il faut sonner l'alarme et entre autres, un des exemples qui est donc
symbolique de ces prises de pouvoir de régimes autoritaires, ce sont ces purges. Ça fait plusieurs émissions dont je vous parle de ces purges qui souvent ont lieu le vendredi. On l'a vu pour le FBI vendredi dernier, mais justement, on va réouvrir le dossier de USAID. Donc le dossier du USAID qui est un des premiers services. Donc Musk a visé USAID en premier et a visé les finances. Donc les finances, on le sait, parce qu'il y a 6 000 milliards de dollars qui passent par là et il y a une nécessité, vous allez voir, on va en reparler, une volonté de la part de Donald Trump et de Musk de contrôler l'argent pour différentes choses. Je vous en ai parlé en disant que, par exemple, c'était une des manières de contrôler le pouvoir présidentiel, c'est de donner the power of the purse, donc le pouvoir de l'argent, au Congrès et non pas au président. C'était l'énorme frustration de Donald Trump de 2017 à 2021. Donc là, en prenant le contrôle des serveurs du Trésor, on a accès d'un coup à 6 000 milliards de dollars pour Donald Trump. Donc il n'a plus besoin du Congrès. Il devient un roi. Et puis, on a vu que Musk, sous l'excuse, pendant longtemps c'était le free speech, le common sense, non, maintenant l'excuse c'est la gabégie de l'État, le fait qu'on va gaspiller trop d'argent vers l'étranger. Évidemment, ce sont des thèmes qui marchent aux États-Unis alors que le prix des œufs est en train d'exploser, dire mais regardez cet argent, on le gaspille vers d'autres, et entre autres, cette fameuse histoire des 50 ou des 100 millions dans la bouche de Donald Trump d'argent envoyé au Hamas pour acheter des capotes, pour faire des bombes. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi Elon Musk est allé vers USAID en premier, au-delà du côté symbolique qui fait que d'un coup, tout devient acceptable. Et là, on revient sur ce qui se passe avant. Le travail d'un journaliste d'enquête, on parlait tout à l'heure du travail d'une historienne, c'est de remettre en perspective des morceaux du puzzle et d'essayer de lier des événements qui paraissent indépendants les uns des autres, mais dans la réalité ne le sont pas. Et donc, vendredi dernier, c'était la purge au sein du FBI. Je vous ai raconté ça. Allez voir la vidéo que Thomas a publiée hier, c'est ça? Oui, elle est disponible sur la chaîne. Exactement, disponible sur la chaîne. Mais le vendredi d'avant, c'était le premier vendredi, je vous ai expliqué pourquoi le vendredi, c'est le fameux dump des news. Il y a eu une autre purge au milieu de la nuit qui, dans cette espèce de tsunami de l'information ou de la désinformation organisée par Donald Trump, est passée complètement inaperçue. C'est celle des inspecteurs généraux, des IG. Et donc, on va voir. Donc, à un moment, lorsqu'on en parle, le 25, on se dit qu'il y en a eu au moins 15, vous voyez, qui ont été virés late night purge. Donc, un vendredi soir, et quand je dis un vendredi soir, c'est à minuit que la plupart ont reçu un email leur annonçant qu'ils étaient virés immédiatement et qu'ils n'avaient plus accès à leur dossier. Alors, c'est quoi? On en avait parlé. On en avait parlé lorsque ça s'est passé il y a 2 semaines. Un inspecteur général, c'est lui qui va justement enquêter sur les fraudes, enquêter sur la corruption au niveau des fonctionnaires. Donc, c'est lui qui va avoir ce rôle de chien de garde, si vous voulez, de la bonne utilisation des fonds américains, des fonds publics américains. Ce sont les inspecteurs généraux qui sont notre garantie en termes de citoyens que nos impôts ne sont pas trop mal utilisés. Et donc, on va voir une série de messages qui va donc dans ce sens. Donc, vous voyez, late night action.
Donc on est le 25 janvier. Évidemment, Trump explique qu'il fallait le faire parce que c'est quelque chose de très commun, ce qui est faux. Et en plus de ça, il l'a fait, je vous l'avais rappelé, de manière 100% illégale. Normalement, avant de remplacer de renvoyer un inspecteur général, il faut prévenir le Congrès pendant 30 jours avant la décision pour que le Congrès puisse enquêter, savoir si c'est vraiment justifié ou si c'est le président qui règle des comptes politiques. Donc, Là, pas vendredi à minuit sans rien dire avant. exactement. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, ça, c'est le 25 janvier. Donald Trump vire les IG et le 1er février, le 1er et le 2 février, Elon Musk débarque avec ces jeunes, hein, on en avait parlé, donc des jeunes de 19 à 24 ans, ces jeunes fidèles, spécialistes en informatique, débarquent à USAID et va ordonner, on sait que certains gardes ont voulu s'opposer à ce qui s'est passé, mais ont reçu de la part de Elon Musk une menace écrite directement de lui en disant voilà, si vous vous opposez, vous allez être renvoyé avec conséquences qui peuvent être en plus que vous soyez poursuivi. Donc il prend le contrôle de USAID et on se dit mais pourquoi au-delà du côté symbolique? Et en fait, on va vite comprendre pourquoi, parce que il y a un indice. Il y a un indice qui est extrêmement intéressant, c'est qu'une des premières choses que fait Elon Musk et ses fidèles, que font Elon Musk et ses fidèles le 1er et le 2 février, c'est qu'ils commencent à nettoyer. Hein, là, on est vraiment dans le cadre d'un coup d'État, en tout cas d'une prise de pouvoir autoritaire. Ils commencent à nettoyer le site officiel de USAID. Il y a des tas de pages qui commencent à disparaître. Heureusement, il y en a quelques-unes qui sont sauvées par la Wayback Machine, donc qui sont les archives d'Internet. On sait que ces archives d'Internet ont eu des problèmes de financement et sont, comme Wikipédia, une cible de Elon Musk. On comprend pourquoi. Et on voit que, par exemple, sur telle période donnée, il y a eu 50 fois entre le 9 février 2023 et le 20 janvier 2025. L'article, hein, vous voyez le lien en haut, usaid.gov, qui a été sauvé par la Wayback Machine et qui, 2 semaines plus tard, n'existe plus. Et pourquoi ces articles n'existent plus? Parce que ils racontent, je vais vous les montrer, grâce à la Wayback Machine, comment USAID était en train d'enquêter sur Starlink. Donc voilà les articles qui ont disparu, qui sont désormais sauvés grâce à la machine Internet, donc qui ont été effacés, accidentellement ou pas. Oui. Ça, c'est un autre Comme sujet. la semaine dernière avec la FAA où on voyait que tiens, enquête ou amende envers une boîte de Elon Musk. 2 semaines plus tard, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc on se rend compte qu'en plus de ça, c'est pas sur n'importe quel aspect de Starlink, c'est le fait que USAID a financé l'envoi de 5000 consoles Starlink en Ukraine. Et Thomas, tu t'en souviens, on en avait parlé pendant la campagne. J'ai lu cet article exactement pendant la campagne. C'était encore une fois, malheureusement, un de ces sujets super intéressants qui n'a pas fait de vague ici et qui était trop complexe en plus pour avoir un bon titre et pour rester. Mais c'était une enquête exactement dans ça, dans les machines Starlink, le rôle qui était pendant ce conflit entre l'Ukraine et la Russie et comment il y a eu des moments... où le service a été suspendu. En panne, exactement, Ouais. où les moments étaient en panne quand des rebelles ukrainiens voulaient utiliser ça pour communiquer contre les Russes. Donc on se retrouve au milieu, encore une fois, de cette enquête très problématique pour Elon Musk.
Donc voilà, donc tout ça disparaît du site USAID. C'est peut-être le hasard. Hein, Oui, non, mais c'est sûrement. C'est sûrement le hasard. Donc tout ça disparaît. On va voir un autre article qui confirme. Donc là, c'était pour l'envoi. Donc vous voyez, nous sommes en 2022. Donc c'est bien la preuve que USAID faisait et a financé ce programme-là. On ne va pas d'ailleurs entendre Elon Musk qui va aller parler des préservatifs du Hamas et d'autres sujets. On ne l'entend jamais parler de cet aspect-là. On va voir qu'au niveau de la Chambre des représentants, on a cette confirmation que l'USAID a enquêté. Et vous allez voir, en fait, et c'est là où l'histoire devient complètement folle, c'est que ce sont les inspecteurs, c'est l'inspecteur général de USAID qui enquêtait. Donc là, c'est son passage. Regardez en haut, Paul Key Martin, qui est inspecteur général, donc qui a été viré 10 jours avant dans cette purge nocturne. Et on va voir qu'il raconte tout en bas du document qu'il est en train d'enquêter. C'est sur la page suivante, je pense. C'est la ligne commence là. Et donc, on voit qu'il est en train d'enquêter sur le système des terminaux Starlink, satellites Starlink, qui ont été passés en Ukraine. Donc, lui a été viré. Et 15 jours après, 10 jours après, Elon Musk envahit USAID, fait que certains articles, c'est accidentel, disparaissent du site internet et le dossier est effacé. Et donc, Thomas, c'est le dossier avant. On en revient aujourd'hui, j'ai lu ce tweet de Mark Cuban qui peut-être a la perspective la plus juste sur ce que Elon Musk est en train de faire, en disant que peut-être, pourquoi ne pas considérer que en fait, la mission d'Elon Musk, c'est de protéger Elon Musk. Et que ce qu'il vient de faire à USAID, en fait, c'est juste la confirmation de ce que Elon Musk fait, que par exemple, lorsque il est question de liberté de la parole sur X, c'est le cas que lorsque ça vient dans son sens-là, et que donc toute cette intervention-là, au-delà de la question de l'argent dont on va revenir, c'est pour protéger. Et je vais vous montrer un autre tableau qui va dans le même sens et qui est extrêmement intéressant. Et c'est un tableau qui, justement, Thomas, lorsque tu parlais de cette série d'articles sur l'argent public que recevait Elon Musk, on va voir que SpaceX, donc, qui est partiellement à l'origine de la fortune de Elon Musk, a reçu ces 2 dernières années au moins 15,4 milliards en contrat du gouvernement, versés par 2 agences, la NASA, forcément, SpaceX, et le ministère de la Défense. Et est-ce que vous savez, c'est quoi le point commun entre le ministère de la Défense et la NASA? Non, ce sont les 2 seules agences qui ne sont pas visées aujourd'hui par la croisade d'Elon Musk. Donc voilà, on vient de voir ce qui s'est passé au sein de USAID qui enquêtait sur Elon Musk. Et puis, derrière ça, il y a aussi l'autre épisode dont on vous a parlé il y a 2 jours, qui est le ministère des Finances, le Trésor, les 6 000 milliards du Trésor et l'importance du contrôle de l'argent. Et je vais vous raconter un autre exemple de ce contrôle financier. À tout de suite. Encore un dossier, donc ça veut dire encore une toute petite pause. Donc on va continuer
à remercier les vaguelettes qui font que cette émission est possible. Des vaguelettes comme Olivier, Merci qui Olivier. est présent comme tant d'autres personnes, émission après émission, et depuis... Puis c'est sympa ce qu'il a écrit, hein, Oui, de pour pouvoir... occuper l'espace de l'information. Nous, Ouais. maintenant média. Et puis c'est bien, ta voix est de retour. Bah oui, je vous ai dit, je ne sais pas ce que c'était avant l'émission. Ça, c'est grâce au miel de Marie-Laetitia. Voilà, mais Voilà. quand j'ai pris la parole la première fois, On va pas revenir. c'était wow. Merci Jonathan qui nous remercie de nous expliquer. Bah, merci d'être là avec nous et merci pour ce soutien, Jonathan. C'est très apprécié et on Merci continue. beaucoup. Et on merci à Martin pour le super sticker depuis le Le Québec. Québec. Merci et tout le monde. Merci tout le monde d'être là avec nous. Nous sommes plus de 2500 en direct. Et on continuera plus tard. Prochain objectif, les 430 pouces. Il nous manque 7. Allez-y. Allez-y. Donc, USAID d'un côté, je vous ai donné des éléments de réponse. Je ne dis pas que c'est une réalité, que c'était la motivation d'Elon Musk. C'était peut-être un des aspects de la motivation d'Elon Musk. Ou c'est juste une série de coïncidences Sûrement, et de sûrement. hasards. C'est Et des possible. accidents. C'est possible, mais l'aspect le plus inquiétant qui était évoqué dans la vidéo qu'on vous a montré de Chris Murphy, c'est évidemment ce contrôle de la base de données et de toutes les informations qui sont disponibles dans le ministère des Finances des États-Unis. Et donc, c'est d'autant plus inquiétant que contrairement à ce que certains médias plus proches de Trump ont voulu faire passer comme message en disant oui, c'est vrai, ils ont accédé à la base de données, ils ont été obligés, après 2 jours, de nous dire que c'était faux. L'idée a été de dire que non, oui, ils ont accès, mais c'est un accès read-only. Donc, ça veut dire que partiel, où vous pouvez simplement lire et rien modifier. Alors que dans la réalité, parce que il existe des groupes, des journalistes indépendants d'enquête, on sait désormais que les envoyés de Elon Musk ont accès au code de la base de données, donc qui gère les numéros de Social Security, de sécurité sociale. Je vous expliquais aux États-Unis, votre numéro de Social Security, c'est votre identifiant qui vous permet d'avoir accès au crédit, qui vous permet d'avoir une vie financière. Ce sont des informations qui sont extrêmement sensibles, que les hackers tentent de voler en permanence, les pirates, parce que ça va vous permettre d'ouvrir justement des crédits, d'avoir ce numéro-là. Et puis donc, ces 6 milliards de dollars, ce qu'on a appris, Thomas va vous le montrer, c'est que en fait, non seulement ils ont accès à cette base de données, mais ce n'est pas un read-only, ils ont accès pour modifier le code et que le code, c'est la dernière ligne, a été modifié. Extensive changes, ce qui veut dire des changements extrêmement importants faits par ce jeune de 25 ans, Marco Elez, qui est donc cet employé de Elon Musk et qui donc a pu rentrer dans la base de données, et modifier, pour faire quoi? On ne le sait pas, modifier le code de ces bases de données. Et donc, il est maintenant administrateur du site, cette personne de 25 ans. Voilà. Et donc, il y a quelques minutes avant et pendant le déroulement de cette émission, Marco Elez, mais le mal est fait, nous sommes jeudi, ça s'est passé samedi, Marco Elez, suite à une enquête du Wall Street Journal, vient de donner sa démission de Doge. Doge qui n'existe pas, mais dont il vient de démissionner parce que le Wall Street Journal, qui est allé enquêter, a retrouvé ses pages réseaux sociaux, entre autres sur Twitter,
où il défendait le nazisme, où il faisait la promotion de l'eugénisme en disant que ça devrait être la politique des États-Unis et où il était clairement un suprémaciste blanc. Donc aujourd'hui, il a démissionné, mais depuis samedi, il a modifié le code. Pour faire quoi? On n'en sait rien. Ce matin, il y a eu un magistrat fédéral, mais encore une fois, c'est le délai. Un magistrat fédéral qui vient de interdire, qui vient de bloquer Elon Musk. On va voir la décision qui vient de bloquer Elon Musk sur l'utilisation de la base de données. Mais on sait que ces mêmes employés d'Elon Musk ont installé leur propre serveur le 2 février et ont commencé le transfert de ces bases de données. Et c'est extrêmement inquiétant de se dire que on n'a pas de réponse, on préfère parler de Gaza au lieu de parler de ça. Et Thomas, si on peut retourner dans le dossier juste avant, justement sur Musk, je vais vous faire écouter, séparer 2 vidéos en entier. La deuxième est extrêmement courte, sur le fait que Elon Musk a fait toute sa fortune sur la data. Hein, vous le savez, lorsque vous ne payez pas un service, ben, en fait, c'est vous qui êtes la cible. Et donc d'expliquer que on sait que depuis samedi, Elon Musk a accès sans contrôle à la base de données, de data, la plus sensible et la plus importante du gouvernement américain, qu'il a fallu attendre donc ce matin, jeudi, donc ça fait quoi? Ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 5 jours au complet, pour que la justice lui interdise de faire quoi que ce soit. On imagine bien que tout ça a été fait avec de véritables questions. On écoute ça tout de suite. What we have to do is look back a week ago. Trump fired pretty much every inspector general in the entire country federally. And then a little bit later, we hear that Elon Musk now has access to the federal payment system with zero oversight. And the question is, what is to stop him from using that information to enrich himself? He is a man who has built his money in part by exploiting the data of Americans. And now this guy has all of our social security numbers. I mean, this is completely ridiculous, and the questions have to be asked. What if he's stealing money? We don't know. There's no way to know because the systems that were in place to hold things accountable have been ripped away by Donald Trump, and Elon Musk looks like is reporting to nobody. And I am terrified of the potential shit that Elon Musk is doing behind those closed doors and the fact that absolutely nobody has the information on what he's doing and he answers to nobody. We should all be very concerned about it, whether you're a Democrat or a Republican. Je ne sais pas si vous... on comprend la gravité de ce qui est en train de se passer. Oui, là, on comprend, oui. On vit ici, oui, on comprend. C'est un bon résumé. On n'a aucune idée. Aucune idée. Et il n'y a aucune manière de contrôler ça, de savoir ce que Elon Musk a fait ou est en train de faire, non seulement avec ses informations, mais également avec l'argent. Je vous ai expliqué et j'en suis encore plus convaincu. Je vais vous donner un autre exemple que derrière l'opération Elon Musk, USAID, Doge, le Trésor, donc le ministère des Finances, il y a cette volonté de couper Donald Trump de tout contrôle, de couper Donald Trump de toute supervision de la part du Congrès pour qu'il ait les mains libres pour appliquer ses choix politiques sans devoir se justifier devant quiconque. C'est une dictature présidentielle. Je vais vous en donner un deuxième élément de preuve tout de suite après ça.
un dernier dossier, un dernier morceau de dossier. Donc avant, Bon, merci beaucoup à Marie Letteux pour ce soutien. Merci qui est toujours admiratif de cette énergie déployée par William pour vouloir nous éclaircir. Et oui, quand on voit... Vous éclairez, j'éclaircis personne. Éclairer, désolé. C'est pas grave, c'est un bon quand on voit tous les heures de recherche, tout ça qui va dans cette émission, c'est super, mais c'est aussi frustrant parce que quand on voit le temps que ça te prend pour arriver à ces informations, on voit qu'il n'y a personne, tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont faire pareil. Donc, c'est beaucoup plus simple d'être informé par un tweet de Elon Musk ou sur un Truth de Truth Social que d'aller faire ces recherches profondes. Et c'est pour ça que nous sommes où nous y sommes aujourd'hui. Ouais, vraiment... Merci encore une fois, Marie, pour ton soutien. Moi, j'aime aussi beaucoup le merci de PJ Harry qui dit... Mieux s'informer pour mieux résister. Ouais, exactement. Hein. Souvent, je vous cache pas, c'est une discussion qu'on a parce que c'est quand même extrêmement déprimant de raconter tout ça, même si je le fais avec une certaine passion parce que j'ai toujours eu ça en moi. C'est extrêmement déprimant. On en discutait hier justement avec Cody. Mais je pense que ce qui est encore plus déprimant, c'est de vivre dans l'ignorance, parce que c'est comme ça que l'on se fait manipuler. Ce que je vous dis, ça fonctionne aussi pour le Québec, ça fonctionne aussi pour la Suisse, la Belgique, la France, où que vous soyez, et dans cet univers francophone où vous nous écoutez. C'est vrai que c'est difficile, mais l'ignorance, à mon avis, est encore pire. Donc, c'est pour ça qu'on veut continuer à vous informer. C'est la première manière, comme le disait PJ Harry, la première étape pour résister. Il faut savoir. Et toutes ces personnes ne veulent pas. Le point commun, on l'a vu avec le 6 janvier, mais là, on le voit avec l'enquête de USAID. Toutes ces personnes ne veulent pas que vous sachiez. Hein. C'est vraiment un contrôle de l'information. Plusieurs stratégies. 1, cette diversion créée par Trump. 2, cette purge ordonnée par Trump et le nettoyage des sites Internet, les nettoyages de l'information de manière officielle qui suivent. Et l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est l'exemple parfait de ça. Donc hier, et Trump, pour vous montrer l'importance du moment, Trump était là. Pam Bondi, la nouvelle ministre de la Justice, a prêté serment. En termes de corruption, elle a prêté serment. Est-ce que tu sais qui est le juge qui est venu lui faire prêter serment ? Qui est venu dans le bureau ovale le faire, quand même, pour vous montrer comment plus rien n'est sacré. C'est Clarence Thomas lui-même qui est venu prêter serment à Pam Bondi, assisté par Donald Trump. Ouais, et d'ailleurs, on n'a pas la vidéo. Donald Trump a rendu hommage à Clarence Thomas, a rendu hommage à la femme, Ginny, de Clarence Thomas. On est en plein dans du foutage de gueule, mais c'est comme ça. Donc, on va voir ce moment où Donald Trump explique que Pam Bondi va essayer d'être impartial et de pas trop s'attaquer aux démocrates, mais que c'est pas possible. Déjà, ça promet. C'est parti. She's going to restore fair, equal, and impartial justice and restore the constitutional rule of law in America. She will lead the Democrats. You know where they're going to, she's going to lead them right down. But I think she's going to be as impartial as you can possibly be. I know I'm supposed to say she's going to be totally impartial with respect to Democrats. And I think she will be as impartial as a person can be. I'm not sure if there's a possibility of totally, but she's going to be as total as you can get, Gianni, right? Non, vous connaissez Donald Trump. Les moments les plus importants quand Donald Trump parle, c'est lorsqu'il arrête de lire. Ouais. Puis c'est bien parce qu'il nous le signale. Hein. Vous avez vu, c'est pas le même ton. Non, Donc quand il est en improv. il lit quelque chose qui a été écrit pour lui, hein, ce qui est normal. Tous les présidents font ça. Et puis d'un coup, quand il commence à lever la tête et il parle en improvisation, c'est là où ça dérape. En tout cas, hier, il nomme Pam Bondi à la tête du département de la justice. Elle, dans sa déclaration, parle de fidélité à Donald Trump.
ne parle pas de fidélité à la Constitution des États-Unis. Pays. Déjà, c'est extrêmement troublant. Et puis, hier soir, loin des yeux, loin de l'attention des médias qui étaient focalisés sur Gaza Strip, Riviera. exactement la nouvelle Riviera du Moyen-Orient, Pam Bondi a envoyé un email, et on le sait grâce encore une fois à des journalistes indépendants, des journalistes d'enquête. Soutenez, je ne vous parle pas que de nous, mais soutenez les médias indépendants dans vos pays, soutenez les médias d'enquête parce que ce sont des informations que vous n'avez pas sur CNN ou LCI ou TF1 ou France 2 ou la RTBF ou Radio-Canada et encore moins sur LCN. TVA et le Journal de Montréal. Donc, Bradley Hope révèle que hier soir, dans la nuit, Pam Bondi a envoyé à 7h30, donc hier soir, cet email. C'est son premier acte officiel, mais loin des médias, à 19h30. Son premier acte officiel en tant que nouvelle ministre de la Justice, c'est de dissoudre un groupe qui s'appelle, le nom n'est pas complet, The Kleptocracy Asset Initiative. C'est quoi ce groupe-là? On va le voir, c'est un groupe qui existe depuis 2010 et qui a un rôle extrêmement particulier. Thomas, si tu peux aller dans les documents qui nous montrent que son travail est d'enquêter sur la corruption international, ouais, ça peut être ce document-là. Donc ça, c'est en 2019. C'est lorsque le Congrès a voté pour un programme sous la responsabilité du Trésor. Donc on va voir tout à l'heure encore une page qui a disparu, où si vous donniez des informations à ce groupe-là, vous aviez accès à des rewards, à des récompenses. Et donc, on voit qu'on estime que la corruption, c'est entre 20 et 40 milliards de dollars, la corruption dans le monde, de manière annuelle. Et que donc, en 2010 jusqu'à hier, donc pendant 15 ans, il y a eu, de président à président, y compris sous la présidence Trump, ce groupe qui a enquêté et qui a collecté de l'argent volé au peuple pour le redistribuer. Hein, donc c'est évidemment une goutte d'eau. On voit qu'ils ont réussi à rapatrier pendant ces 15 ans 5 milliards de dollars alors qu'on en perd entre 20 et 40 par an au nom de la corruption, au nom de l'argent détourné par le pouvoir. Évidemment, c'est souvent les pays les plus pauvres qui sont visés par cette corruption. Une des enquêtes les plus célèbres de ce groupe-là, qui n'existe plus depuis l'année dernière, c'est justement sur une affaire de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'argent détourné en Malaisie. D'accord ? Et donc, tu peux avancer dans la définition de ce groupe-là, hein, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, ils travaillent avec le FBI, ce sont des procureurs pour limiter la corruption au niveau de plusieurs pays. Donc on voit que là, ils ont réussi à récupérer plus de 1 milliard. Hein, c'est pas des petites sommes. Ils ont réussi à récupérer plus d'1 milliard de cette affaire de corruption du fonds malaisien. L'histoire est complètement folle. Je vous invite à aller voir. Donc ça, c'est en 2016. Hein, 2016. Vous voyez, ça vient d'où? Ça vient du site officiel du FBI. Allez sur le site du FBI aujourd'hui. Qu'il est encore là. Et allez sauver le peu qu'il y a, mais rentrez les informations, tapez les mots-clés sur le Kleptocracy Asset Initiative Group et vous allez voir, il y a quasiment plus rien. Alors que, hein, une des dernières informations, on voit qu'il y a eu des communiqués de presse sur les résultats de ce groupe jusqu'au 16 janvier. 17 même, ouais. Jusqu'au 17 janvier, jusqu'à avant, évidemment,
évidemment que Trump arrive au pouvoir. Et on voit que donc ils ont récupéré encore une fois 20 millions de dollars, 2 milliards. Là, donc ils ont réussi à faire condamner l'ancien ministre des Finances du Mozambique. Donc vraiment, on enquête de partout. Et donc hier, on va voir aussi, Thomas, la capture d'écran du ministère des Finances, pour vous montrer que là, voilà, c'est le fameux US Department of Treasury qui est désormais sous le contrôle de Elon Musk. On voit qu'il y avait ce programme qui a été suspendu l'année dernière, d'ailleurs, parce que la manière dont ils enquêtaient, ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir des dénonciations. Et donc, hier, premier acte de Pam Bondi, nouvelle ministre de la Justice, fidèle parmi les fidèles de Donald Trump, et de supprimer ce groupe-là. Alors pourquoi ? Pourquoi venir s'attaquer à ce groupe-là qui enquête sur la corruption ? Est-ce que tu as une idée ? Où commencer ? On peut commencer par... c'était le beau-père, le père de Jared Kushner qui l'a... pour fraude et corruption qui a donné un pardon. Donc déjà, de ce côté de la famille, ils sont là. L'organisation Trump qui a été attaquée pour tout qui était fraude, corruption et tout ça. Donc encore une fois. Et peut-être Elon Musk aussi qui a acheté... qui s'achète tout avec de l'argent sale. Je me demande pourquoi. Peut-être c'est encore un accident. Ouais, c'est peut-être. C'est juste comme ça. Mais il n'est pas du tout lié à tout ce monde où il n'y a pas un qui n'échappe pas à ça. Ouais, alors ça, c'est les premiers. C'est évidemment le premier niveau d'explication lorsqu'on pense corruption. C'est un terme qui tourne autour de Trump depuis toujours. Qui tourne autour de Trump et de son entourage depuis toujours, comme vient de le rappeler Cody. Mais il y a un autre aspect qui est extrêmement intéressant. C'est que ces 2 dernières années, le programme principal de ce groupe-là, au sein du FBI, groupe qui a été dissous hier, était de récupérer l'argent des oligarches russes. L'argent des milliards de dollars qui ont été confisqués par l'administration américaine pour tenter de financer la guerre en Ukraine et apporter l'Ukraine. On parle ici d'œuvres d'art, on parle ici de comptes bancaires, on parle ici de yachts, etc., etc. C'est ce groupe qui a été dissous hier qui était en charge de ce programme. Et donc, ce qu'on découvre, c'est que ces assets, ces milliards de dollars, étaient toujours sous l'autorité de ce groupe-là. Avec la dissolution de ce groupe, et c'est ce que nous explique, vous allez le voir dans son dernier tweet, la véritable raison de ce qui est en train de se passer, c'est que la réalité, c'est de prendre le contrôle de ce fonds-là. Il n'y a aucune explication de la part de Pam Bondi sur ce qu'on va faire de cet argent, mais en tout cas, c'est une répétition du schéma que l'on voit au niveau du ministère des Finances, du Trésor, c'est que d'un coup, c'est des réserves financières de plusieurs milliards de dollars qui sont placées sous la responsabilité de fidèles à Donald Trump. Donc on vit dans l'espoir qu'ils vont utiliser cet argent pour faire les bonnes choses, mais désormais, la disparition de ce groupe autorise Pam Bondi à faire ce qu'elle veut et à financer ce qu'elle veut sans passer par le Congrès. Encore une fois, c'est le principe d'une dictature présidentielle et ce que veut Pam Bondi, c'est ce que Trump veut. Donc, ils viennent de s'offrir en quelques minutes hier par
un email, une réserve financière de plusieurs milliards de dollars. On revient à une phrase qu'on a utilisée pendant la campagne, follow the money. Pour tout ça, toutes ces histoires à la fin, c'est l'argent, le pouvoir. On voit à quelle vitesse ils arrivent à prendre l'argent, le pouvoir. Et n'oubliez pas, la raison pour laquelle on parle de ce dossier, c'est pour vous dire que voilà, c'est la vraie histoire de ces derniers jours. À la place de se concentrer sur les mots de Donald Trump, il faut se concentrer sur les actions qui sont déjà... Voilà, c'est trop tard, quoi, maintenant. C'est trop tard. Oui, et je me souviens pendant la campagne quand les gens nous disaient que Elon Musk, il faisait tout ça par amour pour le pays et pour les Américains parce qu'il voulait le bien pour les personnes. Et bon, là, bien évidemment, on voit que c'est tout lié à l'argent. On a vu l'argent qu'il a déjà fait depuis qu'il est arrivé à la présidence, d'une certaine manière. Et surtout, c'est encore une personne où on avait tous les dossiers pour voir qu'en fait, c'était quelqu'un de pourri. On le savait depuis le début. Il y a tellement d'histoires de gens qui se sont fait maltraiter, virer. La manière qu'il traitait les employés qui voulaient avoir plus de salaire ou des choses comme ça avec son union busting et tout ça. Et on est étonné aujourd'hui pour les gens qui sont même au courant de cette histoire parce que malheureusement, la plupart ne savent même pas dans ce pays. Et on est étonné que ce gars-là, en fait, il n'a rien à faire de l'homme moyen, quoi. Ouais, et puis on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le terme de coup d'État. Tout à l'heure, on a entendu Ruth Ben-Ghiat qui racontait les différentes étapes, les purges, la prise de contrôle du gouvernement. C'est exactement ce qui est en train de se passer. En moins d'un mois, Donald Trump va se libérer. On en revient sur historiquement comment aller lire toutes ces études, tous ces articles qui ont été faits qui démontrent comment Adolf Hitler, je ne dis pas que Donald Trump est Adolf Hitler, mais c'est un exemple précis de quelqu'un qui a été élu et qui en 53 jours a réussi à transformer une démocratie, la démocratie allemande, en régime totalitaire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. En moins d'un mois, Donald Trump aura fait, c'est pas terminé, il aura fait complètement le ménage de tout ce qui pourrait être force d'opposition et de contrôle surtout. On ne parle pas d'opposition politique, de contrôle et d'application des lois, le fameux check and balances. Les balances et les checks, c'est quoi? C'est cet argent-là. Et jusqu'à Donald Trump, l'idée, c'était de se dire, voilà, le président ne peut pas devenir un dictateur, ne peut pas devenir le roi, parce que c'est le pouvoir exécutif, mais ce n'est pas le pouvoir législatif, c'est-à-dire le passage des lois. Donc déjà, Trump s'en fout en passant des executive orders, donc ce n'est plus le Congrès, des executive orders qui vont monter jusqu'à la Cour suprême, coucou Clarence Thomas, et en plus de ça, l'autre pouvoir extrêmement important du Congrès pour justement empêcher ce genre de dérapage, c'était the power of the purse, donc le pouvoir du porte-monnaie, le pouvoir des finances. Et on voit que jour après jour, pendant qu'on nous parle de tout à fait autre chose, ce pouvoir-là est supprimé au Congrès et que donc Donald Trump va se retrouver à la tête de plusieurs milliards de dollars pour appliquer et récompenser et financer, par exemple, financer ses plans de coupe d'impôts pour les plus riches. Il va pouvoir disposer de tout ça sans aucun contrôle. C'est ce qui lui a manqué de 2017 à 2021 et c'est ce qu'il est en train d'acquérir. Donc voilà la véritable histoire et nous, c'est notre engagement à Maintenant Média. On va continuer à vous raconter ça, comme on va continuer aussi à vous raconter le combat de ces vaguelettes, c'est important, de ces sentinelles. On se retrouve tout de suite après ça et on va parler de Google, justement. À tout de suite.